Coucou, hello mes colocs, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens par cette nouvelle vidéo vous parler un peu encore de mariage. Alors aujourd'hui, je tiens à revenir un peu sur, c'est vrai que j'avais promis. Alors, je m'excuse par avance car cette vidéo va être publiée sans montage parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Alors, je pense que j'ai pensé que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Si tu n'as pas regardé la précédente vidéo sur les préparatifs du mariage, je t'invite à la regarder avant de regarder celle-ci parce que tu comprendras mieux cette vidéo si tu as regardé la première vidéo. Donc voilà. Excusez mes erreurs que vous allez entendre dans la vidéo. J'ai vraiment pas le temps de faire le montage et de vous couper de vous enlever les petites imperfections. Alors, si c'est, ça va vous permettre de connaître, de découvrir aussi mes imperfections parce que personne n'est parfait. Moi, la première. Donc voilà, merci et je vous laisse regarder la vidéo. Bisous. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la rétro-planning, du rétro-planning de mariage. Mais j'ai décidé, en revoyant les images de la vidéo faite précédemment, de revenir un peu sur les points dont on a vu la dernière fois sur la préparation de mariage une fois qu'on a décidé de se marier. Les choses à mettre en place avant de commencer tout préparatif de mariage. Alors aujourd'hui, je vais revenir un peu sur ces points-là. La dernière fois, nous avons vu comme point l'annonce aux familles. Bon, l'annonce aux familles, suite à l'annonce aux familles, on peut tout à fait soit faire des fiançailles ou alors les fiançailles ont déjà été faites. Mais ce n'est que, je pense que c'est pour ma part, ce n'est que quand on a décidé peut-être de se marier que on pense à faire des fiançailles. Donc, les fiançailles, ça s'est fait en famille. Ça dépend de comment vous souhaitez faire ça. Soit vous faites soit vous faites des fiançailles proprement dit, juste votre conjoint vous offre une bague. Les fiançailles qui sont une promesse de mariage, ce qui ne garantit pas forcément que vous allez vous marier. Hein. Les fiançailles, c'est juste une promesse qu'on se fait, qu'on va s'engager pour être ensemble, pour passer notre vie ensemble. Donc, et cela, je pense que c'est, pour ma part, ça vient après l'annonce, ça vient certainement après l'annonce aux familles. Ou alors, ou alors il y a d'autres cas où les fiançailles ou le conjoint demande la main de la conjointe avant que ils en parlent par la suite à la famille. Mais quand c'est quelque chose qui se prépare en amont ensemble, je pense que annoncer à la famille et faire les fiançailles par la suite, ça pourrait permettre aux familles de participer à ces fiançailles et pourquoi pas d'organiser une petite cérémonie, une petite cérémonie pour ces fiançailles. Et ça permet également de faire, si vous êtes pour la dot, de faire une dot, d'organiser une dot ou une toquée à la porte, comme on appelle chez nous deux fois. Toquée à la porte, c'est le conjoint qui vient se présenter à la famille de la future mariée. Le futur marié qui vient se présenter dans la famille de la future mariée et généralement c'est une petite cérémonie d'assises où il y a de la famille, il y a la famille des deux côtés, il y a peut-être quelques invités proches, vraiment très proches de la famille et c'est un moment de convivialité où il y a à manger, à boire, il y a un moment de présentation quoi, les deux familles se rencontrent, ça leur permet de faire connaissance et puis ça permet également aux deux familles de rencontrer le futur membre de leur famille ou la future membre de leur famille. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir un peu là-dessus parce que la dernière fois, j'avais pas vraiment eu le temps de développer. Et réfléchir sur le style de mariage. Bon, réfléchir sur le style du mariage, ça peut être réfléchir sur le thème que vous voulez donner à votre mariage. Nous, par exemple, notre thème, on a choisi le thème des couleurs. Au départ, je partais sur un thème qui était un peu, voilà, qui était trop
trop compliqué à mettre en place et je n'y comprenais pas grand-chose. D'ailleurs, voilà, j'avais choisi un truc et après, il fallait que j'arrive à mettre des choses en place qui entrent dans ce que j'avais choisi. Et disons que moi, mon mari m'a laissé un peu faire comme je le sentais. Pour lui, le plus important, c'est que je sois heureuse, j'organise le mariage de mes rêves. Et lui, il a participé, mais il n'a pas pris vraiment des décisions Mais toutes les décisions qui ont été prises, à chaque fois, je lui en parlais, on en discutait. Je lui demandais son avis, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que ça lui convient et tout. Mais la base, il m'a dit, tu le fais comme tu le sens. Et j'ai essayé de faire de façon à ce qu'on soit tous les deux d'accord. Même si le fond, c'était le mariage que moi j'avais rêvé. Lui, vous savez, les garçons, les hommes, généralement, ils suivent un peu. Ils essayent de ne pas trop s'impliquer parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans les complications, les discussions, voilà. Donc, on leur propose, si ça leur plaît, ils disent oui. Si ça leur plaît pas, ils disent, voilà, ils disent ce qu'ils en pensent et puis on essaie de changer, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai fait, en fait, c'était plus moi qui était la base des choix. Et j'essayais de le faire participer, mais le choix final me revenait puisque lui, il me laissait décider de tous les choix possibles. Il donnait son avis, mais il n'arrêtait pas, voilà, il prenait pas de décision. Il me laissait décider de tout le reste. Donc, le site du mariage, finalement, on est parti le thème du mariage, nous sommes partis finalement sur un thème des couleurs. Moi, j'avais proposé 3 couleurs, dont le rose, le bleu et le gris. Et le gris argenté. Du coup, nous sommes restés sur ces 3 couleurs-là, ce qui fait que le thème de notre mariage, finalement, c'était, voilà, sur les couleurs. Et puis, c'est à partir de ça qu'on a pu choisir, à partir de ces couleurs, du thème qu'on avait choisi, qu'on a pu décider du style de décoration qu'on voulait pour notre salle, des tenues, de nos tenues, des tenues des mariés, des tenues des demoiselles et des garçons d'honneur et plein d'autres choses qui suivaient. Voilà, on a pu vraiment, c'est important de choisir son style de mariage parce que ça permet de décider de tout ça en fait, de mettre en place des choses comme la décoration, les tenues des mariés, la coiffure des mariés, les chaussures des mariés, bon bref, plein de choses. Ça permet de coordonner les choses. Voilà, de coordonner les couleurs ou alors le thème que vous avez choisi. Et établir le budget, ça permet surtout de savoir quelles sont ses limites des dépenses. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en fonction de notre budget. Donc, établir le budget, c'est vraiment très important de faire ça. Ça permet vraiment de se limiter niveau dépenses et de se dire, voilà, je peux faire ça. Ça rentre dans mon budget, je peux faire ça. Et il est très important, une fois qu'on a établi un budget, de mettre en place un carnet de notes. Un cahier dans lequel on note tout ce qu'on dépense. On note tout ce tous les points sur lesquels on doit dépenser dans le mariage. Et à chaque fois qu'on a fait une avance ou bien par rapport, je prends un exemple, au niveau des prestataires, les différents prestataires, si on a choisi des prestataires et qu'on a avancé des sous, à chaque fois, il faut noter. Et avant d'avancer les sous auprès d'un prestataire, il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait un engagement écrit. Juste l'engagement oral, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un engagement écrit comme un contrat. Pour que, à chaque fois, que si après, par exemple, il y a un imprévu qui fait que vous devez peut-être changer ou bien décider de ne peut-être plus vous marier, que vous arrivez à récupérer vos sous. Ou alors si peut-être le prestataire en question a un empêchement, que vous arrivez à trouver un arrangement.
Mais quand vous avancez vos sous et qu'il n'y a aucune trace écrite, aucun contrat, bah, le prestataire sera en droit de vous dire après qu'il ne vous doit rien, peu importe la situation. Donc voilà, important de vraiment prendre des notes et de mettre que tout soit par écrit, que ce soit un contrat. Pour ne pas se faire avoir, c'est vraiment très important. Donc là, je parlais du budget. Là, maintenant, je vais parler de la préliste. La préliste, comme j'ai dit précédemment, ça vous permet de savoir quel nombre de personnes vous souhaitez inviter à votre mariage. Et c'est à partir de ça, de cette préliste, que vous allez pouvoir choisir la salle de réception. Parce que vous allez tenir compte du nombre d'invités que vous voulez et à partir de là, vous pourrez choisir une salle de réception en fonction et prévoir une salle qui soit accueillante pour tout le monde, que ce soit assez, comment dire ça, que ce soit agréable pour tout le monde et spacieuse. Une salle assez spacieuse et c'est en fonction de nombre de personnes que vous souhaitez inviter. Après, faire une préliste, comme ça se dit préliste, ça veut dire que c'est pas forcément une liste finale. Après, vous pouvez la modifier, vous pouvez vous pouvez la modifier en fonction de vous et du nombre de personnes qui vont répondre aux invitations. Par exemple, là, on va en venir là-dessus. Donc, faire fixer la date de mariage. Bon, fixer la date de mariage, c'est juste une pré-date de mariage parce que la date de mariage ne sera définitive que quand vous aurez réservé ces dates-là auprès de la mairie et de l'église et ou de l'église parce qu'il y a des gens qui, voilà, bref, je ne vais pas entrer dans en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la date de mariage n'est définitive qu'au moment où vous avez réservé ces dates-là auprès de la mairie et ou auprès de l'église. Je dis et ou, c'est au cas où vous vous mariez à l'église. Si vous vous mariez pas à l'église et que c'est seulement la mairie, bah vous réservez cette date-là auprès de la mairie. Il faut vous assurer que cette date-là n'est pas qu'il y a des disponibilités au niveau de la mairie à cette date-là. Et pour ça, il faut vous rapprocher de la mairie, il faut prendre des renseignements, il faut voir avec la mairie qu'est-ce qu'il faut pour réserver ces dates-là. Et faites-le rapidement avant de commencer avant d'avancer au niveau de toutes les prestations possibles, avant d'avancer au niveau des sous auprès des prestataires, il faut avoir réservé en premier lieu cette date à la mairie et à l'église, si vous allez vous marier ensuite à l'église. Nous, notre mariage s'est passé sur 2 jours. Donc, un premier jour, on a fait le mariage civil le vendredi. Le vendredi, et c'était... et ensuite, on a eu un petit cortège. Bref. Un petit vin d'honneur. Voilà, ça s'appelle comme ça aussi. Il y a eu un petit vin d'honneur dans une salle qui nous avait été louée par la mairie. Donc, qui nous avait été louée dans la mairie. Du coup, le lendemain, on a fait l'église et on a fait la soirée dînatoire et dansante dans la salle qu'on avait louée pour la réception. Donc, trouver un wedding planner, trouver un wedding planner, c'est surtout si vous avez décidé de vous faire aider par un wedding planner. Ça ne veut pas dire que le wedding planner doit tout faire pour vous. En fait, le wedding planner est là pour vous aider à organiser votre mariage. Il ne doit pas tout faire. Vous devez tout surveiller, vous devez tout coordonner, vous devez être la tête pensante de votre mariage et non le contraire. Le wedding planner peut vous proposer des idées, peut vous aider à mettre en place des choses, mais il doit falloir que vous validez toutes les décisions prises doivent être validées par vous et personne d'autre. Parce que c'est votre mariage, c'est pas le mariage de quelqu'un d'autre. Et c'est à vous de veiller à ce que tout se passe comme vous le souhaitez. Nous, comme j'ai dit précédemment, nous n'avons pas
embaucher des wedding planners, même si cela nous avait été conseillé, et je vous ai donné dans la précédente vidéo les raisons pour lesquelles nous n'avons pas engagé un wedding planner. Maintenant, donc, une fois que vous avez réservé les dates auprès des personnes responsables, auprès des personnes responsables de votre cérémonie, le pasteur et le maire, et au niveau de la au niveau de la mairie et de l'église, vous pouvez alors voir avec votre wedding planner pour avancer peut-être pour réserver ces dates-là. Parce que pour réserver une date auprès des prestataires, il faut avancer toujours une somme. Vous pouvez avancer 25% de la somme pour bloquer la date et payer le reste le jour J. Ne payez jamais tout à l'avance. C'est important de ne pas payer tout à l'avance parce que vous pouvez vous faire avoir, mais d'une façon que vous n'allez pas en revenir en fait. Donc, pensez à payer 25% d'avance pour réserver auprès des prestataires et payer les 75% restants que le jour J. Donc, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les préparatifs dont je vous parle, c'est sur un an. Sur un an, donc en un an, vous aurez assez de temps pour économiser, mettre de l'argent de côté pour régler vos différents prestataires, à moins que vous ayez des aides. Comme nous avons eu quelques aides de la part de notre famille. Nous, par exemple, notre traiteur, par exemple, payé par ma famille à moi. Et la famille de mon mari nous ont aidé financièrement pour payer le reste. Nous ont donné un budget aide qu'ils ont décrété dans leur famille, un budget aide qu'ils nous ont donné pour nous aider, qu'on a pu compléter pour régler d'autres prestataires. Voilà. Maintenant, réserver les lieux de la réception, c'est très important aussi. Il faut réserver les lieux de la réception une fois qu'on a réservé auprès de la mairie et de l'église. Il faut impérativement penser à réserver le lieu de votre réception. Et ça, il faut le faire un an en avance. Il faut faire longtemps en avant. Longtemps, mais alors très longtemps en avant. Plus vous le faites longtemps en avant, plus vous allez payer. Vous allez moins payer. Parce que si vous attendez par exemple, 6 mois avant, c'est que vous allez payer, par exemple, 6 mois avant le mariage ou un an avant le mariage, ça va pas être pareil. Si vous réservez un an avant, vous allez payer moins que si vous réservez 6 mois avant. Donc, c'est important de penser à ça une fois qu'on a bloqué les dates au niveau de la mairie et de l'église. Je reviens sur ces points-là parce que ce sont des erreurs qu'on fait après et on regrette et voilà, on se retrouve devant le fait accompli et on paye plus cher qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment important de penser à ça. Voilà. Contacter la mairie. Bon, ça, c'est vraiment un des premiers points à faire avant le reste. Juste après les fiançailles, après les cérémonies traditionnelles, il faut impérativement penser à contacter la mairie avant toute chose. Contactez la mairie une fois que vous avez défini une date. Contactez votre mairie pour réserver cette date-là avant de commencer toutes les autres choses. C'est vraiment important de faire ça. La mairie et l'église. Contactez également, une fois que vous avez réservé les dates auprès de la mairie, vous pouvez également voir auprès de la mairie quelles sont les différentes personnes des mairies et l'église, les différentes personnes responsables des cérémonies pour voir avec lequel vous allez pouvoir vous marier, lequel est disponible au niveau, lequel a des disponibilités aux dates que vous avez réservées au niveau de la mairie. Donc, généralement, ils vous disent directement que, voilà, ces dates-là sont disponibles et le maire qui pourra vous marier, vous officier, ce sera tel ou tel. Donc,
à vous de choisir en fonction de la liste qu'ils vont vous donner. Parce que nous, par exemple, ils nous ont donné une liste à la mairie, une liste des maires qui sont disponibles, des maires qui officient les mariages, disponibles à la période aux dates qu'on avait choisies pour notre mariage. À l'église, pareil à l'église, ils nous ont donné la liste des pasteurs qui bénissent les mariages, la liste des pasteurs, parce que nous, on venait d'une très grande église qui réunissait de nombreux pasteurs, ce qui fait qu'on avait du choix. On n'avait que du choix et nous a donné une liste des pasteurs qui pouvaient effectivement bénir notre mariage et nous avons pris contact avec ces pasteurs-là. Ce qui fait que avec les différents maires, on a fait un choix. Nous avons choisi de nous faire marier par une dame à la mairie et nous avons choisi de nous faire marier par un monsieur, un pasteur à l'église, un pasteur en fonction de nos affinités. Et maintenant, ensuite, une fois qu'on choisit le pasteur, par exemple, notre maire, par exemple. Bon, notre maire a eu des entretiens avec nous. Elle a eu 2 ou 3 entretiens avec nous afin de mieux nous connaître et de mieux organiser notre cérémonie de mariage. Et c'était vraiment génial. Je ne sais pas si je peux retrouver les images, mais c'est que je vous mettrai un peu quelques extraits. Mais c'était génial ce qu'elle a fait pour nous. C'était vraiment extraordinaire. Bref, c'était à notre image. Elle a passé beaucoup de temps avec nous pour en savoir plus sur nous, nous poser des questions sur nous, en savoir plus pour nous et se servir de ces informations pour rendre notre mariage plus attractif et plus agréable et vraiment très émouvant. Ensuite, notre pasteur, lui, à son tour, on a eu des séries de préparation de mariage où il nous posait des questions. En fait, il nous a reçus plusieurs fois, je pense 3 à 4 fois. Il nous a posé des questions sur nous, pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous marier, comment nous nous sommes rencontrés, des questions personnelles, des questions bien plus poussées pour savoir vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles c'est lui et pas quelqu'un d'autre, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Et il nous a conseillé également, il nous a donné quelques conseils, bref, il nous a préparé pour notre grand jour. Et la 3e fois où il nous a reçus, il nous a posé aussi également quelques questions. Et pour clôturer, il nous a donné quelques conseils à savoir lorsqu'on doit se marier, quelques petites choses à savoir lorsqu'on doit se marier. Et ensuite, il nous a fait signer notre engagement avant le jour J pour que le jour J, que la cérémonie ne soit pas trop longue. Et il nous a fait signer notre engagement 3 semaines avant le jour J. Et c'est qu'on a trouvé génial parce qu'après, la cérémonie s'est passée super bien. Et ce n'était pas trop long, c'était pas trop fatigant pour les invités et ni pour nous. Surtout qu'on avait fait une autre cérémonie la veille. Donc, déjà qu'on était fatigué parce qu'on avait fait une autre cérémonie la veille, ça nous a vraiment permis de passer moins de temps à l'église et d'aller au plus important. Voilà. Maintenant, choisir un traiteur. Bon, je vous ai déjà dit précédemment, choisir un traiteur, c'est après avoir choisi un traiteur, c'est à un moment donné, quoi. À un moment donné, on peut dire peut-être 10 mois avant le mariage. Donc, ça vous laisse peut-être 2 ou 3 mois de chercher le meilleur traiteur. Vraiment, faites jouer la concurrence. C'est important au niveau de tous les prestataires que vous allez choisir. Il est impératif de faire jouer la concurrence. C'est vraiment très important. Faites jouer la concurrence parce que si vous voulez vraiment rentrer dans vos frais, il est important de faire jouer la concurrence parce que ce qui va vous coûter le traiteur et la réservation de la salle, généralement, le traiteur, la réservation de la salle, ainsi que la décoration de la salle vous coûte généralement plus de la moitié de votre budget. Donc, si vous voulez que ça ne vous coûte, si vous voulez peut-être réduire les coûts et faire en sorte que ça vous coûte pas plus de la moitié de votre budget et de faire en sorte de ne pas dépasser votre budget surtout,
c'est de faire jouer la concurrence, c'est de vraiment rencontrer plusieurs traiteurs et choisissez un traiteur qui vous convient au niveau euh, euh, au niveau rapport qualité-prix. C'est important. Peu importe que ce soit le traiteur, que ce soit le cinéaste, que ce soit le photographe, que ce soit, bref, tous les prestataires que vous allez choisir, pardon, essayez toujours de voir, rencontrer d'autres prestataires pour faire après un choix. Un choix qui vraiment rentre dans un rapport qualité-prix. C'est vraiment important et dans votre budget surtout. Surtout pour ne pas dépasser. Nous, on n'a pas forcément fait ça sur tous les prestataires. Surtout parce que je ne déléguais pas les choses. Apprenez à déléguer les choses. Vos proches sont là, ils ont besoin, ils ont envie de vous aider. Ils attendent seulement que vous venez vers eux et que vous leur donnez des tâches à faire. Moi, j'ai eu du mal à déléguer des tâches. Pourquoi? Parce que comme on mettait au fur et à mesure l'argent qu'on gagnait tous les mois au niveau de nos salaires dans les préparatifs de notre mariage, j'avais du mal à déléguer parce que je ne pouvais pas dire à une personne, voilà, tu dois faire ça et j'ai donné l'argent pour le faire. Il fallait que je fasse au fur et à mesure en fonction de rentrée d'argent. Ce qui fait que ça m'a vraiment mise en difficulté à un moment donné. Ça m'a mise en difficulté sur beaucoup de choses. Je me suis également fait avoir sur pas mal de choses. Donc, vraiment, essayez de déléguer si vous avez les moyens de le faire. Essayez de déléguer. Je sais que autour de moi, il y avait pas mal. J'ai même des cousines qui m'ont proposé, qui m'ont dit, ne fais pas tout toute seule, Laura. Si tu as besoin, nous, on est là. Et je suis jamais allée vers eux. Je suis vraiment jamais allée vers eux parce que, comme je vous ai dit, je pouvais pas leur dire, voilà, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Voilà l'argent pour le faire. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et c'était compliqué de faire ça. Et je voulais pas mettre une autre personne que moi en difficulté. C'était mon mariage, c'était à moi pour moi, dans ma tête, c'était mon mariage, c'était à moi de gérer, de faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, contactez les responsables, les personnes responsables de vos différentes cérémonies. Et je vous ai expliqué pourquoi, le pasteur, le pasteur et le maire. Choisir un traiteur, je vous ai dit, bon, je vous ai déjà dit par rapport à notre traiteur, nous on a choisi une dame africaine qui proposait des menus mixtes. Il est important de choisir des traiteurs qui proposent des menus mixtes, que ce soit un traiteur oriental, que ce soit un traiteur français, puisque nous sommes mariés en France. Il est impératif de choisir un traiteur qui propose des menus mixtes. En fonction des personnes que vous allez avoir à votre mariage, vous connaissez à peu près votre communauté, quel est le type de personne qui sera à votre mariage, bref, en fonction des cultures aussi, il faut tenir compte des cultures, des personnes que vous invitez à votre mariage et choisissez des prestataires en fonction de ça aussi, en tenant compte de ça aussi. Donc, nous avons choisi un traiteur, c'était une dame, c'était une africaine, une camerounaise, qui proposait des menus mixtes et ça nous convenait. On a pu tester ces menus, on a testé tout ce qu'elle nous proposait et on a choisi des menus et c'était génial. Et ce qui était génial également avec elle, c'est que elle nous a amené avec elle des serveurs. Des serveurs, c'était vraiment génial. Et bref, je vous en parlerai certainement des différents prestataires dans une autre vidéo. Donc voilà, nous avons choisi un prestataire et en plus de cela, non seulement elle nous a ramené dans son budget, en tout cas dans son budget, il était inclus les serveurs. Et également, dans son budget, il y avait également la partie décoration de la salle de réception, ainsi que le reste. Ce qui fait on s'est un peu reposé sur elle et c'était génial de pouvoir se dire qu'on n'allait pas penser
à la nourriture, il y avait quelqu'un qui s'en occupait, la décoration, il y avait quelqu'un qui s'en occupait, il fallait juste lui donner les choses, il fallait juste lui donner le matériel que nous on avait en fonction de ce qu'on voulait en plus de sa décoration qu'elle apportait elle. Par exemple, les dragées, par exemple, lui expliquer comment on voulait que ce soit disposé nos dragées, par exemple, à quel moment il fallait qu'on donne nos dragées à nos invités, par exemple, des petites choses comme ça. Et ensuite, pour prendre congé à son travail, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'il suffit juste de voir avec votre employeur pour réserver cette date-là, soit prendre entre une semaine avant et une semaine après, ou alors 3 jours avant, 3 jours après, en fonction du règlement de votre travail et de la convention qui dans le contrat parle de la demande de permission concernant les mariages. Voilà, concernant les mariages. Ensuite, voilà, c'était à peu près tout. Donc, je tenais à revenir là-dessus vraiment pour éclaircir un peu les choses avant de passer à la suite. Donc, la suite, ça sera effectivement le rétro-planning. Et il était impératif pour moi de pouvoir revenir là-dessus et vous donner quelques points. Certainement, dans le rétro-planning, je vous parlerai également je reviendrai peut-être certainement sur ces points-là s'il y a des choses dont je me souviens, mais il est impératif de penser à toutes les choses que je viens de vous énumérer et votre organisation sera parfaite. Ça sera parfaite et vous serez très heureux ce jour-là parce que ce sera votre jour, certainement. Et bonjour mon cœur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu peux partir, mon chéri. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous souhaite, si vous préparez votre mariage, je vous souhaite un heureux mariage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une super organisation de mariage. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Et je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.